vous écoutez le podcast Maintenant je vais pour en finir avec les Ah si j'avais et oser une vie professionnelle qui vous ressemble. Je suis Anaïk, j'ai créé AH Accompagnement en 2018 après 15 ans en marketing et un début de vie professionnelle en histoire de l'art, donc plusieurs déjà reconversions et plusieurs vies professionnelles. Je suis là pour vous accompagner donc à oser trouver ou retrouver du plaisir au travail, pour se dire que c'est pas toujours une reconversion 180 degrés, que c'est pas toujours tout plaqué, que ça peut être parfois des petits, des grands ou des moyens ajustements, et que ce qui compte c'est d'aller comprendre justement ce qui va faire que maintenant, vous allez oser bouger avec, dans chacun de ces podcasts, des pistes d'action, que ce soit des podcasts où j'interviens seule ou des podcasts de parcours de reconversion. C'est parti, maintenant, vous allez. Bonjour Gwendoline, merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis très contente de faire encore un nouveau type de podcast puisqu'il ne s'agit pas d'une reconversion, mais d'échanger sur le thème du droit du travail. Je vais te laisser pour commencer te présenter, raconter pourquoi tu as choisi ton métier d'avocate, même si tu ne nous diras pas donc pourquoi tu souhaites en changer derrière, et tes spécialités, comment tu travailles pour commencer. Bonjour Anaïk, merci beaucoup pour cette invitation et pour ce partage sur ce métier qui me passionne, qui est le métier d'avocat. Alors, pourquoi j'ai choisi le métier d'avocat ? Très franchement, par hasard. Je ne souhaitais pas être avocate depuis ma plus tendre enfance, comme on peut souvent l'entendre. Découvert le droit, mon idée c'était d'enseigner. Et puis à un moment, l'enseignement c'est bien, mais mes parents m'ont dit qu'il fallait que je me mette au travail. Et donc j'ai suivi une amie qui était en prépa à Assas et qui me dit « Viens avec moi faire la prépa, au moins tu ne perdras pas une année ». Et c'est comme ça que j'ai découvert la prépa du métier d'avocat et que j'ai passé le concours par hasard. Et donc j'ai découvert le métier d'avocat après avoir eu mon concours. J'ai appris le métier d'avocat dans ce qu'on appelle un cabinet à taille humaine, c'est-à-dire que je n'aime pas les grosses structures, c'est un choix très personnel puisque c'est une autre façon d'exercer. Moi, ce que je voulais en devenant avocate, c'était avoir ma robe dans mon sac, être prête à plaider tous les jours et surtout donner un sens très humain à ce métier. De ce cabinet spécialisé en droit bancaire, quand je l'ai intégré en 2013, on l'a fait évoluer avec mon associé. Je me suis associée en 2018 et on a décidé de le faire évoluer vers quelque chose qui nous ressemblait plus, qui était plus proche de nos clients. Et donc aujourd'hui, on est ce qu'on appelle un cabinet généraliste de droit des affaires. C'est-à-dire que on intervient auprès des sociétés. Alors les TPE et les PME sont notre cible privilégiée de clientèle parce que ce sont des sociétés qui nous ressemblent. Nous sommes nous-mêmes une TPE. Et on intervient auprès de ces sociétés comme un service juridique externalisé. C'est-à-dire qu'on rédige les contrats commerciaux et le contrat de travail, on s'occupe de l'évolution des salariés au sein de la société, on rédige les ruptures de contrat également. Et quand il y a un litige, on est aussi là avec notre casquette procédurale pour pouvoir représenter le client dans le cadre de ces litiges. Donc on reste assez généraliste parce que derrière une TPE ou une PME, il y a un chef d'entreprise et que ce chef d'entreprise, au-delà de ses problèmes au boulot, quand il a confiance en nous, c'est un peu comme un médecin de famille, il vient voir son avocat, lui dit « Alors en fait, ça va plus avec ma femme, il faut que je divorce ». On s'occupe de son divorce. Mon fiston vient de perdre son permis parce qu'il a roulé trop vite. On s'occupe des points de permis. Donc, de fait, on fait plein d'autres choses. Okay. Et pour moi, c'est ce qui rend le métier très intéressant. Ok. Quand on a commencé à discuter ensemble, on s'est dit qu'on avait plein de choses dont on pouvait se parler, qui était le fait que très souvent, dans le monde du travail, on peut être confronté à plein de belles choses, heureusement, et à plein de choses qui sont moins chouettes, qui vont pouvoir amener à avoir effectivement des litiges. Mais le but n'est pas de se dire que tout va être litigieux, mais le but était ensemble de se dire qu'est-ce qu'il peut y avoir à savoir pour que tout se passe au mieux, pour éviter aussi de faire des boulettes, pour connaître ses droits. Et alors on s'était listé tout un tas de sujets
qu'on va probablement pas tous travailler aujourd'hui. Comment on fait quand on veut avoir ce qu'on appelle un side project, mais c'est de se dire si j'ai envie de monter ma boîte à côté de mon poste, qu'est-ce que j'ai le droit de faire ou pas. Comment je fais quand, ce que je fais très souvent dans mon quotidien, moi, quand je suis en projet de reconversion pour demander une rupture, comment je fais pour que ça se passe le mieux possible. C'est quoi la démission, reconversion, quid de l'abandon de poste dont on parlait et qui est quand même un peu déjà moyen et puis tout à fait plus du tout légal. Comment j'entreprends au chômage, sous quel statut et qu'est-ce qui va être le mieux. Quid aussi en congé mat qu'on a vécu toutes les deux avec des joies, des bonheurs pas toujours magnifiques. Le harcèlement moral, qu'est-ce qui peut se passer, quand est-ce que c'est vraiment du harcèlement, comment on se défend, toutes les aides qui existent diverses et variées, et les licenciements abusifs, etc. Donc évidemment, comme on n'a pas prévu de faire un podcast de 38 heures, on va pas se parler de tout ça aujourd'hui. Mais quand on s'est listé tout ça, on s'est dit deux choses. On vous prévoit de faire une masterclass atelier pour traiter certains de ces thèmes, et en particulier autour de la reconversion. Donc, on reviendra ensemble avec tout ça. Avec plaisir. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il y a comme droit à connaître ? Pourquoi c'est important de connaître ses droits ? Et surtout, pour l'avoir vécu personnellement et pour le voir aujourd'hui avec des personnes que j'accompagne, comment on fait quand on sent qu'on est face à toutes ces questions ? Comment on fait pour connaître ses droits ? Comment on fait pour se défendre ? Qui on va voir ? Est-ce qu'on va te voir ? Est-ce qu'il y a d'autres personnes ? C'est quoi les procédures ? C'est quoi déjà tes conseils face à toutes ces questions qu'on peut vivre sans se dire que tous les patrons sont mauvais, mais en ayant l'idée qu'on se défend le mieux possible. Alors, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, souvent, on vient me voir quand c'est trop tard. On vient me voir quand on est dans une impasse, quand le contrat est sur le point d'être rompu. On m'appelle 2 jours avant l'entretien préalable d'un licenciement, par exemple. Et à ce moment-là, moi, mon intervention, elle va forcément être une intervention litigieuse et judiciaire. Alors qu'en réalité, il est possible d'éviter d'arriver à ce niveau-là, et il y a plusieurs relais pour ça. La première chose qu'il est important de savoir quand on est un salarié, c'est que le contrat de travail, c'est pas pour faire joli. Dans son contrat de travail, il y a une mine d'or d'informations qu'il faut connaître et maîtriser parce que ce sont vos droits. En tant que salarié, vous avez des droits, vous avez également des devoirs à l'égard de votre entreprise, et ces droits et ces devoirs, ils sont dans votre contrat de travail. Donc, la première chose à faire, effectivement, c'est de lire son contrat de travail, de le négocier, parce qu'après, c'est trop tard. Une fois que c'est négocié, une fois que c'est signé, c'est trop tard. Donc, c'est vraiment important d'avoir connaissance de ça. Il y a un deuxième relais qui est intéressant quand on est salarié, c'est de connaître sa convention collective et de regarder un petit peu ce qu'il y a dans la convention collective. Alors, je vous l'accorde, la convention collective, c'est pas forcément digeste, mais il existe des vulgarisations des conventions collectives qui sont accessibles en ligne, et c'est super important parce que dans votre convention collective, on va rappeler quand même que la convention collective prime sur le droit du travail. Ça allait être ma question. Voilà. Qu'est-ce qui prévaut sur quoi ? Donc, c'est la convention. Voilà, sauf à ce qu'elle soit contraire au droit du travail, mais ça, c'est très rarement le cas. Ça arrive sur des vieilles conventions collectives, mais c'est quand même rarement le cas. Votre convention collective, elle prime sur le droit du travail. Pour les très grandes sociétés, il y a également des accords d'entreprise qui sont négociés par les syndicats et qui priment eux aussi sur le droit du travail. Donc, ce qui est important de connaître, c'est vos droits dans la convention collective, parce que à défaut, vous appliquerez le droit du travail, mais s'il y a une convention collective, en général, elle est plus favorable. Et dans cette convention collective, c'est quand même une mine d'or d'informations sur quels sont les congés que j'ai le droit de prendre, combien de jours j'ai le droit pour me marier, combien de jours j'ai le droit pour la naissance d'un enfant, le décès d'un proche, comment sont calculés mes congés, qu'est-ce que cette histoire de congés fractionnés, tout est expliqué dans la convention collective. Donc ça peut être intéressant de lire cette convention collective avant même le moindre litige. Ensuite, en ce qui concerne les interlocuteurs que vous pouvez solliciter pour faire valoir vos droits, le premier interlocuteur, on a souvent une défiance à cet égard, mais votre premier interlocuteur, c'est les ressources humaines de votre entreprise. Parce qu'en réalité, on a souvent l'impression en tant que salarié, en tout cas moi c'est les échos que j'ai de la part de mes clients, que les ressources humaines, ça fait partie de la direction, forcément ils sont là pour virer des gens, c'est pas vrai.
C'est pas vrai. Le travail des ressources humaines, quand les personnes sont investies dans leur travail, c'est de garder leurs ressources importantes. Donc en réalité, elles sont là pour vous aider. Et surtout, elles sont normalement, ce sont des salariés qui sont au fait de la mutuelle, de l'arrêt maladie, de l'accident du travail, toutes ces choses qui peuvent vous pourrir la vie si c'est mal géré. Elles sont là, ces personnes-là sont là pour répondre à vos questions. Et puis, dans les sociétés qui ont des syndicats ou des CSE, vous avez également un relais auprès des représentants du personnel et des représentants syndiqués. Ce relais, il est important parce que c'est un contre-pouvoir qui existe dans les sociétés et il faut savoir l'utiliser à bon escient parce qu'ils ont un pouvoir de négociation qui est assez important, un pouvoir de discussion avec la direction que vous n'aurez pas individuellement et que eux ont grâce à la force de leur pouvoir collectif. Donc, il est intéressant. Moi, je sais que, par exemple, je travaille avec différents représentants, enfin différents syndicats et représentants du personnel. Donc, ça veut dire que leurs questions juridiques, quand il y a des questions juridiques qui se posent à eux, ils vont les poser à un avocat. Donc, ils se font le relais entre vous et l'avocat. Donc, ça, c'est intéressant. Et puis, sur des questions pratico-pratiques, vos managers sont aussi à même de relayer les informations auprès de la direction. Quand les choses commencent à se compliquer un petit peu, c'est à ce moment-là, en général, qu'on se dit « Est-ce que je ne devrais pas avoir une vision plus claire de mes droits parce que je rentre d'un congé mat et je ne retrouve pas mon poste et je ne sais pas quoi faire. Je ne veux pas quitter la société, mais je ne sais pas quoi faire. Vers qui je me tourne ?» Les syndicats me disent « Oui, ne t'inquiète pas, on va faire en sorte, mais il n'y a rien qui bouge. La direction des ressources humaines ne répond pas à mes demandes. Vers qui je me tourne ?» À ce moment-là, il peut être intéressant d'aller voir un avocat. Alors, on va casser le mythe de l'avocat tout de suite. Le but de l'avocat, ce n'est pas d'engager des procédures pour vous faire payer. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis. Le but de l'avocat, c'est de vous conseiller sur la meilleure stratégie qui sera la vôtre. Parfois, ce sera une procédure, et parfois pas. Et souvent, ce n'est pas une procédure. Donc, consulter un avocat, ça coûte le prix d'une consultation. Enfin, soyons tout à fait transparents. Chez moi, ça coûte 90 €. Ça coûte pas plus cher que d'aller voir un spécialiste, un dermato. Et au moins, on lui pose nos questions. On repart de ce rendez-vous avec des pistes. Si tout se passe bien, ça nous permet d'ouvrir le dialogue en interne et on n'a plus besoin de l'avocat et c'est très bien. Et puis si ça se passe pas bien, on sait qu'on n'est pas tout seul. Et puis parfois, il y a des situations où effectivement, il est, à mon sens, primordial de se protéger et de donner le relais à l'avocat. C'est le cas, par exemple, des harcèlements ou des discriminations qu'on peut subir, où c'est un impact très personnel qui peut avoir des conséquences très importantes sur les conditions de travail, certes, mais également sur l'état de santé, et qui peut toucher la personne dans son intimité. Donc, dans ces cas-là, l'avocat, c'est le rempart. C'est-à-dire qu'on met tout entre les mains de l'avocat, on lui dit « Ok, maintenant vous prenez le relais, vous discutez avec la direction à ma place, il a le droit de le faire, quand il est mandaté, il a le droit de le faire. » Ça permet aussi de sortir éventuellement des ressentis personnels qui peuvent exister. Si je suis victime de harcèlement moral de la part de mon responsable direct, c'est pas moi qui vais discuter avec lui. C'est mon avocat qui va discuter avec les ressources humaines. Donc là, on va parler de choses qui vont être beaucoup plus concrètes. On va sortir du ressenti et ça peut être intéressant. Et puis, quand on se dit je veux pas faire apparaître l'avocat il intervient aussi en sous-marin. C'est-à-dire que très régulièrement, dans le cadre de négociations de rupture de contrat, personne ne sait qu'il y a un avocat derrière. C'est moi qui rédige le courrier que j'envoie à mon client, qui l'envoie lui-même à son employeur. Bon, l'employeur sait à la rédaction du courrier qu'il y a un professionnel derrière et du coup, ça aide à pouvoir négocier parce qu'il se dit ok, je sais bien que derrière il y a un avocat, donc que ça ira plus loin en procédure, autant négocier. Donc ça peut être aussi un outil. L'avocat peut aussi servir de back-office dans le cadre des négociations de rupture de contrat. Donc tout ça c'est intéressant, ce sont des alliés qui sont intéressants à toutes les étapes du contrat. Donc, si tu continues à accompagner, les tarifs sont des tarifs horaires ou des tarifs à la
si jamais tu vas après en procédure, des choses comme ça? Exactement. Alors là, Ok. il y a plusieurs modalités qu'on peut mettre en place. Il y a en réalité 3 formes de facturation qui existent. La première, c'est ce qu'on appelle le tarif horaire. En général, c'est quand on ne sait pas exactement où on va. On prend le dossier en tout début de litige. On ne sait pas si on va négocier ou si on va aller en procédure. Et donc, à ce moment-là, on fait un tarif horaire. Donc, chaque heure passée sur le dossier est facturée. Alors, tout dépend des avocats. Chaque avocat est libre de fixer ses honoraires. Ça, c'est un principe général. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que une heure facturée pour un client, en réalité, c'est 2 ou 3 heures de travail de l'avocat derrière. En tout cas, cette facturation existe. Et puis, quand on y voit un petit peu plus clair, on peut aussi envisager une facturation au forfait. C'est-à-dire que, par exemple, je sais exactement, plus ou moins, combien de temps, avec l'expérience, combien de temps je vais passer pour une procédure devant le conseil de prud'homme. Je sais combien d'audiences il va y avoir, je sais à peu près combien de jeux de conclusion je vais devoir faire, donc je détermine un forfait en fonction de ce qui est prévisible. Et puis, dernière solution, c'est ce qu'on appelle l'honoraire de résultat, qu'on pratique beaucoup en droit social, qui est que on va facturer un forfait, mais moindre que ce qu'on aurait facturé forfaitairement. Et puis, en plus de ce forfait, on va facturer un honoraire de résultat qui est en général compris entre 10 et 15% hors taxe des sommes qui vont être récupérées par le salarié au terme de la procédure. Voilà. Ok, hyper clair. Non, mais c'est vraiment aussi tout ça qui parfois est un peu bloquant. Oui. Parce que ça reste un espèce de truc, je vais pas prendre un avocat, ça va me coûter une fortune. Le fait de dire, moi je savais pas qu'on pouvait venir aussi juste faire une consultation pour avancer un peu. Ouais. Il y a aussi l'idée, on s'en parlait avant de commencer, mais de se dire, si j'engage tout ça, ça va être long, ça va être pénible, ça va être pire que de dire, bon, je vais laisser tomber. Et à un moment, on peut se dire, je vais laisser tomber. Oui. Parfois, c'est bien. Oui. Moi aussi, je le conseille. Parfois, c'est pas bien. C'est quoi ta vision autour de ça ? Alors, moi, je suis très favorable aux solutions médiatisées. C'est-à-dire que dans le cadre du contrat de travail, alors surtout quand il n'y a pas de rupture du contrat, s'il y a par exemple une discrimination mais qu'on n'a pas l'intention de quitter son poste, eh ben, il vaut mieux trouver une solution négociée et pouvoir continuer à travailler sereinement que d'aller saisir le conseil de prud'homme immédiatement, de mettre une ambiance hyper procédurale dans tout ça, et au final, c'est vous qui continuez à aller travailler tous les jours. Donc, c'est vrai que je suis assez favorable aux solutions négociées quand elles sont possibles. Tout dépend de la situation dans laquelle se trouve le salarié. C'est-à-dire qu'il y a des situations, là par exemple, j'ai en ce moment une situation pour une salariée qui a été en arrêt maladie pendant longtemps et qui demande à son employeur de lui payer, avec la nouvelle législation, les jours de congés payés qu'elle a cumulés pendant son arrêt maladie. L'employeur, il n'est pas fermé à ça, mais ils ne sont pas d'accord sur le nombre. La salariée a saisi le conseil de prud'homme. Je trouve que ce n'est pas forcément la bonne approche. C'est-à-dire qu'il y avait des négociations qui auraient dû s'ouvrir et du coup, là, elles sont bloquées par l'existence d'une procédure devant le conseil de prud'homme. Et puis, parfois, on ne peut pas se faire l'économie d'une procédure parce qu'elle est salvatrice pour la personne. C'est-à-dire que quand on est victime de harcèlement moral ou en burn-out depuis des mois, qu'on peine à se remettre et qu'il faut une reconnaissance de son statut de victime pour pouvoir avancer et passer à autre chose, et bien dans ces cas-là, il faut aller en procédure. Donc c'est vraiment au cas par cas, en fonction de la situation de la personne, en fonction de ce qu'elle souhaite et en fonction de l'attitude de l'employeur. Donc on prend ça en compte parce que, encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, mais tous les employeurs ne sont pas moches et méchants. Tous les salariés ne sont pas victimes de harcèlement, de discrimination, de fautes très très graves. Parfois, c'est de la mésentente. Parfois, c'est de l'incompréhension. Parfois, c'est de la méconnaissance de la part de l'employeur des règles de droit. Et quand on lui rappelle les règles de droit, il n'a pas d'autre choix que d'en faire application et il en fait application. Donc, il n'est pas forcément nécessaire d'aller en procédure. Et c'est vrai, il faut le reconnaître, qu'une procédure devant le conseil de prud'homme, c'est une procédure qui est longue. Pour vous donner un ordre d'idée, à Paris, on est sur à peu près 2 ans de procédure. À Versailles, on est sur à peu près 3 ans de procédure. Donc, ce sont des procédures qui sont très longues.
Quand on est victime, par exemple, de harcèlement moral, ça veut dire que pendant 3 ans, tous les 2 mois, l'avocat va dire « tac, 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 j'ai reçu des conclusions adverses qu'il va falloir lire et sur lesquelles il va falloir répondre. Tac, 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 j'ai rédigé des conclusions qu'il va falloir lire et sur les... » Donc on se replonge tous les 2 mois dans cette situation, même si l'avocat est là pour faire rempart et pour ménager l'effet de surprise de la réception des conclusions, par exemple. Malgré tout, on reste dans cette situation. Donc, ça peut être nécessaire et ça n'est pas forcément nécessaire. Ouais. Voilà, oui, c'est vraiment au cas par cas. Oui, ce qui reste quelque chose de difficile, effectivement, quand ça s'arrête 3 ans après, parfois de se replonger 3 ans dedans. Oui. Et à la fois de se dire, je vais peut-être pas laisser faire, alors que c'était tout à fait. Complètement une situation de harcèlement assez forte. Tout à fait. De juger ce qui va être le meilleur équilibre pour soi. Et tout dépend aussi de la situation dans laquelle se trouve le salarié. Parce que parfois, le contrat de travail, il est rompu. Donc, on peut quand même avancer. On a quand même la possibilité d'avoir un autre poste, d'avancer autrement. Et puis, parfois, le contrat de travail, il n'est pas rompu. On demande au tribunal, au conseil de prud'homme, de rompre le contrat. C'est ce qu'on appelle la résiliation judiciaire du contrat. On dit il y a une faute tellement grave de la part de mon employeur que je demande au conseil de prud'homme de constater cette faute et de rompre le contrat. Mais ça veut dire que pendant toute la durée de la procédure, on est toujours en poste. Oui. Ça peut être compliqué. Oui, là c'est costaud. Ok. Est-ce que, donc on disait qu'on n'allait pas pouvoir faire tout là pendant le podcast, est-ce que tu peux nous donner, pour qu'on puisse visualiser comment ça se passe, 1 ou 2 exemples à ta guise, à ta préférence, de quelqu'un qui vient te voir et donc du début à la fin, comment ça se passe, quelles sont les aides au fur et à mesure et est-ce que ça apporte effectivement d'être bien aiguillé? Oui, évidemment, j'ai beaucoup d'exemples en tête. Je peux vous donner l'exemple d'une salariée qui est venue me voir il y a maintenant 5 ans, qui avait un mal-être au travail, mal-être qui se ressentait sur son état de santé et qui était en arrêt de travail, qui venait tout juste d'être en arrêt de travail au moment où elle est venue me consulter la première fois, un petit peu poussée par ses proches en lui disant il faut quand même que tu connaisses tes droits. Elle adorait son métier, elle n'avait absolument pas l'intention de quitter son entreprise. Malgré tout, elle était dans une situation très compliquée puisque elle était, alors au moment où elle est venue me voir la première fois, elle parlait de mésentente entre elle et ses équipes. Elle était manager d'équipe, elle était dans une situation où ses équipes s'étaient retournées contre elle et menaient une cabale à son encontre auprès de la direction de la société, qui la soutenait dans un premier temps. La situation s'est envenimée pour cette salariée, donc elle est venue me voir une première fois, je lui ai fait part des différentes options qui s'offraient à elle, options négociées, puisqu'elle ne voulait rester dans sa société. Et puis la situation s'est envenimée pour cette société, son état dépressif aussi, et j'ai entendu parler d'elle pendant presque 1 an. Et puis 1 an plus tard, elle est revenue me voir et elle m'a dit « là maintenant je suis prête ». La première fois, elle ne l'était pas. Elle avait besoin d'informations, mais elle était trop absorbée par ses difficultés de santé pour pouvoir se sentir prête à engager une procédure. Et donc, la deuxième fois, quand elle revient me voir 1 an plus tard, elle me dit « ça y est, maintenant je suis prête. J'ai bien compris les tenants et les aboutissants. Malgré tout, je souhaite que vous essayiez de négocier avec mon employeur. Je voudrais une rupture conventionnelle. Et à défaut, on engagera la procédure. » J'ai donc pris attache avec l'employeur pour tenter de négocier une rupture conventionnelle. L'employeur, quand un avocat prend attache avec une entreprise, souvent l'entreprise prend elle-même un avocat, ce qui nous permet de négocier entre avocats. Le gros avantage de ces négociations entre avocats, c'est qu'elles sont complètement confidentielles et qu'elles n'empêchent pas d'engager une procédure derrière. Donc l'employeur a pris un avocat, on a discuté entre avocats, il se trouve que ma salariée, elle avait 20 ans d'ancienneté dans la société. Donc évidemment, elle avait des exigences financières qui allaient avec son ancienneté et avec l'implication et le mal-être qu'elle ressentait. On n'est pas réussi à tomber d'accord avec l'avocate de la partie adverse, donc j'ai engagé une procédure. Donc là, on est déjà entre le moment où la salariée vient me voir une première fois et le moment où je saisis le tribunal, il y a déjà 1 an et demi qui s'est passé. Au bout d'1 an et demi, je saisis donc le conseil de prud'homme pour harcèlement moral, puisqu'en fait, la salariée a été victime de harcèlement moral, qui entre-temps a été reconnu comme étant une maladie professionnelle. Le burn-out qu'elle a subi à la suite de ce harcèlement moral. Et tout ça a été plaidé la semaine dernière, après de très 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 longs mois d'échanges entre la partie adverse et moi, a été plaidé la semaine dernière, et donc sera mise en délibéré au mois de juin, de mémoire. Mais
En attendant, la salariée est toujours en poste puisque nous demandions la résiliation judiciaire de son contrat au tort de son employeur. Ce qui veut dire que soit le conseil de prud'homme me donne raison, elle obtiendra sa résiliation judiciaire, elle pourra enfin passer à autre chose. Soit il ne me donne pas raison et elle est toujours en poste dans cette entreprise, donc elle ne perd pas son poste de fait. Donc il y avait cette sécurité dont elle avait besoin pour se reconstruire, donc dans sa situation, ça correspondait bien. Ça, c'est un premier cas. Dans son cas, elle est, quand tu dis elle est toujours en poste, mais arrêtée ? Oui. Ouais. Oui, elle est en longue maladie depuis un petit moment. Elle bénéficie d'un statut privilégié de longue maladie, donc elle peut se permettre, entre guillemets. Ouais. Elle a repris entre-temps en mi-temps thérapeutique, mais malheureusement, son état de santé lui a pas permis de poursuivre, donc elle est de nouveau en longue maladie. Mais c'est vrai que c'est plus facile de rester en poste quand on est en maladie. Oui, mais enfin, bon, je pense qu'elle se serait quand même bien passée de tout ça quand même. Mais, oui, elle se serait passée de tout ça, mais elle avait besoin de temps pour se projeter vers autre chose. Là, maintenant, elle est prête, elle a hâte que le jugement tombe. Oui, quel que soit le jugement, elle souhaite rompre son contrat et passer à autre chose. Ouais. Elle a encore la possibilité, l'expérience, les diplômes qui lui permettront de se reconvertir derrière. Mais il y a 5 ans, elle n'était absolument pas prête à le faire et ça aurait été une catastrophe. Et si on considère, alors moi je me fais l'avocat du diable, non mais parce qu'il y a plein de cas en entreprise, tu vas pouvoir te dire, ok, il y a ce qui arrive, les cas qui arrivent souvent. Quelqu'un travaille dans une équipe, il est promu à un poste de manager, c'est souvent ces cas-là où il y a du harcèlement qui arrive. Il est promu au poste de manager et il y a quelqu'un d'autre qui voulait le poste. Ou bien il y a une équipe, le manager part, on l'adorait, quelqu'un arrive de l'extérieur, et puis déjà on adorait celui d'avant, ou bien on pensait que c'était machin dans l'équipe qui allait avoir le poste, et là c'est de l'extérieur, donc on se dit que c'est pas juste, et puis il connaît rien au marché, alors que nous on connaît, etc., et on comprend pas pourquoi c'est cette personne. Donc pour tout un tas de raisons, on considère que cette personne n'est pas légitime au poste de manager, et l'équipe se met à se dire il est nul, etc. C'est là-dessus qu'il y a... Donc ça peut se faire pour plein de raisons. Et effectivement, c'est à l'entreprise d'aller aider. C'est double, quoi. C'est au manager de comprendre ce qui est en train de se passer, mais c'est à l'entreprise de l'aider à décoder, à poser son tout ça. Et là, on entend que... Ce que tu racontes là dans cette histoire, c'est qu'elle est allée le dire à l'entreprise la soutient, et à un moment, l'entreprise la soutient pas assez. Exactement. Okay. Juste d'un point de vue droit, du coup, le fait d'être... que ça soit son équipe qui fasse une cabale, c'est pas la seule. Je connais des gens autour de moi. C'est considéré comme harcèlement ? Oui. C'est du harcèlement moral, de la même façon que quand c'est un manager. Et en plus... c'est de la responsabilité de l'employeur. D'accord. C'est-à-dire que peu importe qui est l'auteur du harcèlement moral et qui en est la victime, l'employeur a une obligation de sécurité à l'égard de ses salariés. C'est-à-dire que l'employeur, il ne doit pas juste mettre en œuvre des moyens permettants, il doit assurer de façon positive la sécurité de ses salariés. Et le harcèlement moral, ça rentre dans les risques psychosociaux. Et donc, l'employeur qui ne met pas ne permet pas aux salariés de travailler sans subir de harcèlement moral, engage une responsabilité. Donc, le harcèlement moral, c'est quelque chose qui est très difficile à démontrer, parce que c'est quelque chose qu'on vit personnellement, qu'il y a des gens qui peuvent se sentir harcelés parce qu'on ne leur dit pas bonjour le matin, et que dans leur code à eux, le fait que quelqu'un ne vous dise pas bonjour, c'est une agression. Et d'autres qui vont faire partie d'une autre génération, par exemple, et qui vont considérer que c'est accessoire que de dire bonjour à quelqu'un. Donc, c'est la difficulté du harcèlement moral, parce qu'elle est ressentie dans son intimité. Qu'est-ce qui fait que des faits sont des faits de harcèlement et pas une simple mésentente ? Il y a plusieurs choses. La première des choses qui caractérisent un harcèlement moral, ce sont ce qu'on appelle des agissements répétés. Donc, à partir du moment où chaque jour, vous avez l'impression de subir la même chose, que vous avez fait remonter l'information, votre collègue, ou votre manager ou votre salarié qui ne vous dit pas bonjour, 1 fois, 2 fois, 3 fois, vous lui dites, on est en équipe, on travaille en équipe, pour moi c'est important, ça fait partie de mes codes, on se dit bonjour le matin. Ce même salarié, employeur, manager, qui organise un repas d'équipe et qui ne vous invite pas, c'est peut-être anodin, mais ça
rentre dans les agissements, aussi petits soient-ils en fait. C'est l'accumulation des agissements qui caractérise le harcèlement moral, qui vous invite pas aux réunions, qui fait des teams où vous êtes la seule de l'équipe à ne pas être invité, qui vous dit vous êtes un manager sans équipe, mais vous gardez votre salaire, vous gardez votre qualification, tout va bien. Vous n'avez juste pas d'équipe à manager quand vous êtes manager. Tout ça, ce sont des faits de harcèlement. Ça, c'est la première chose qui caractérise le harcèlement. Et la deuxième chose qui caractérise le harcèlement, ce sont les conséquences de ces agissements sur vos conditions de travail. Quand on est un manager qui n'a plus d'équipe, on n'a plus de travail. Il y a donc une dégradation de ses conditions de travail. Une baisse de morale. Mais d'accord. Ouais. Et qui peuvent avoir des impacts sur votre santé, sur votre vie privée, sur beaucoup d'autres choses. Et c'est comme ça qu'on caractérise le harcèlement moral. Et donc de façon très, très froide, un avocat, quand on vient lui dire « je me sens victime de harcèlement moral », lui, il va faire quoi ? Il va lister les agissements. Il va vous dire « ok, on liste les agissements. On va les prouver. » Parce que à chaque fois que j'énonce un fait, je dois le prouver. Et c'est la difficulté du harcèlement. Parce que le fait que mon collègue ne me dise pas bonjour, comment je le prouve ? Comment je démontre que mon collègue ne m'a pas dit bonjour ? Donc c'est la difficulté du harcèlement. Et puis ensuite, effectivement, il faut démontrer les conséquences sur les conditions de travail. Et surtout, quand on est victime de harcèlement moral ou quand on se sent victime de harcèlement moral, il faut alerter son employeur. On ne peut pas reprocher à son employeur de ne pas nous avoir protégés si on ne l'a pas alerté. Ça, c'est hyper important. Oui, c'est clair. Ouais. Et là où, effectivement, on se l'était dit beaucoup que notre travail est très complémentaire, donc je travaille, moi, sur des cas comme ça. J'ai une personne comme ça que j'ai accompagnée. Premier jour d'entreprise, déjeuner du midi, tout le monde est parti. Ils l'ont laissée dans son bureau. Elle était toute seule. Ils sont partis donc manger tous ensemble. Elle savait pas où. Elle savait pas où elle allait déj. Elle savait pas où étaient les cantines. Elle est sortie de son bureau et elle a cherché comme ça. Et quelqu'un lui a dit « Ah, tu cherches la cantine ?» Bon. Ils l'ont fait 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ils parlaient des soirées d'équipe où ils l'avaient pas invitée, etc. C'est pareil. Est-ce que c'est du harcèlement ? Alors après, on en a beaucoup discuté. Elle a changé d'entreprise et elle a retrouvé vraiment goût à la vie d'entreprise. Elle avait, je me rappelle plus exactement, mais on va se dire une 50aine, quoi. Et elle était dans une équipe, dans une entreprise de plutôt 25-30 ans. Et il y avait un décalage. Et alors, ça me semble quand même, même si moi maintenant, avec des gens de 25-30 ans, je suis plutôt proche de la 50aine, je sens le décalage. Je peux aller déj avec eux. Et si je bosse avec des gens de 25 ans, je vais pas me barrer le premier jour. Donc, je pense quand même qu'on était sur une bande de jeunes. Oui, alors on n'a pas forcément les mêmes codes que les jeunes. Non, et après, je pense, par exemple, sur les soirées d'équipe, je peux comprendre, parce qu'ils ne se parlaient pas du tout la même chose et tout. Et moi, je pense que maintenant, je n'irais pas à 12 soirées d'équipe avec des... Je suis pas sûre, en fait, j'en sais rien. Il y avait des choses aussi où on a beaucoup décodé son ressenti, ce qu'elle pouvait... Par exemple, il y en avait un qui l'appelait, en rigolant, qui l'appelait maman. Elle le vivait hyper mal. Par exemple, moi, si demain, j'ai un petit neveu comme ça qui m'appelle, mais qui me fait beaucoup de blagues sur mon âge, c'est pas un truc que je prends très mal, mais je peux comprendre qu'on le prenne très mal. Donc, c'est ce truc de décoder le moment où tu prends des choses très mal, mais par contre, c'est ce que tu dis, c'est une accumulation. C'est-à-dire que quand on t'a pas invité à déj, le soir, qu'on t'appelle maman, que on va te faire la blague de tu sais te servir d'Excel et tout. Alors là, on a du harcèlement à caractère discriminatoire. En raison de l'âge. Et ça c'est difficile parce qu'il y a le ressenti et il y a la réalité. C'est-à-dire que, et c'est en ça que devant la justice, le harcèlement moral est quelque chose de très difficile à prouver. Comme le harcèlement sexuel pendant très longtemps. Aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup plus facile à faire entendre. Mais le harcèlement sexuel pendant très longtemps, c'est « Oh là là, ça va, c'était des blagues grivoises. » Oui, mais la blague grivoise qui me heurte, et que je dis, cette blague me gêne, comme le fait que tu m'appelles maman me gêne, et que les choses continuent, on est sur des agissements répétés constitutifs du harcèlement moral. Puis c'est ça, c'est ce qu'on dit là, une fois. Tout à fait. Mais une fois, moi j'ai travaillé dans le monde, dans ma vie d'avant, j'ai travaillé beaucoup avec la grande distribution. Bon. J'aime autant dire que j'ai effectivement eu des moments où j'arrivais dans des univers où le matin, on disait « Ah, j'avais rendez-vous avec un homme, quoi. » Puis il y avait les collègues qui disaient « Ah, ben on va peut-être venir en réunion aussi avec toi. » Bon, j'avais 15 ans de moins, quoi.
je m'en serais bien passée. Oui. Mais c'était une fois sur une journée. Si j'avais eu ça toute la journée, c'est là où on devient... Là où je dis que le travail est complémentaire pour moi, c'est de se dire, sur cette personne-là, elle aurait pu aller faire part de discrimination. Ce qu'on a pu travailler aussi pour moi, c'est qu'elle avait l'impression du coup qu'il fallait qu'elle quitte aussi même peut-être son métier, complètement tout. Et on a pu détricoter ce qui lui... Oui. Et elle est allée dans une entreprise avec des personnes de tout âge et retrouver confiance. Parce que si, évidemment, tu te dis que le problème vient de toi. Donc, voir après parce qu'après, tout te heurte. Hein. Donc, la personne qui n'a pas pris un café, donc ça devient très épidermique. Et aller retrouver le bon endroit où tu vas être bien dans ton boulot. Donc, c'est aussi de se dire à un moment, il faut partir. Et peut-être, si tu peux, hein, mais... Je trouve que ça atteint tellement de choses quand t'es pas bien, c'est que et pour l'avoir vécu, hein, je disais, tu te dis que tu vas jamais retrouver rien d'autre, que t'es incapable, que le problème est peut-être de toi si on te fait ça. Donc je trouve que se faire aider des deux côtés, donc avoir un regard juridique, moi je l'ai eu aussi, hein, et après se dire, peut-être que la meilleure solution, c'est quand même de dire, je vais aller à un endroit où j'aurais pu tout ça, quoi. Très souvent même, la meilleure solution, c'est de se dire, je vais penser à moi. Avant de penser droit, procédure ou je ne sais quoi. Je vais penser à moi et à mon bien-être. Et parfois, effectivement, la meilleure solution, c'est de tourner la page. C'est de se dire, j'ai la force de caractère de me dire, ça ne me convient pas. Cette situation ne me convient pas. Je passe à autre chose et il sera toujours temps, il faut le savoir quand même, après une rupture de contrat, on a 1 an pour saisir le conseil de prud'homme. Il sera toujours temps de mûrir les choses, éventuellement de saisir le conseil de prud'homme, mais la priorité, à l'instant T, quand on est dans cette situation-là, c'est de partir. C'est de partir, c'est de démissionner, de trouver autre chose, de négocier une rupture conventionnelle, de négocier une transaction s'il y a lieu de négocier une transaction, parce qu'il y a plein de façons de sortir d'un contrat de travail. Et ça dépend, encore une fois, de l'objectif de chacun. Et parfois, effectivement, la meilleure solution, et l'avocat vous le dira aussi, hein, la meilleure solution, c'est de se dire, je prends mes clics et mes claques, je m'en vais. Je ne lance pas de procédure parce que ça va me rapporter 3 francs 6 sous pour une procédure longue et coûteuse. Je laisse tomber et je passe à autre chose. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir un côté, et je le dis pour l'accompagner, pour voir des choses effectivement et alors, encore une fois on se le redit, pas partout, pas tout le temps, on est d'accord. J'ai vécu dans des entreprises où c'était hyper chouette, on en connaît, et il y a des entreprises où c'est pas le cas. Il y a des cas, ça peut être l'entreprise, ça peut être la personne, entendre, et donc je le redis pour l'avoir vécu, c'est le côté c'est pas juste, c'est-à-dire qu'ils sont en train de faire des trucs qui sont pas légaux, pas faire, et c'est ce travail-là que je fais aussi avec les gens, c'est de se dire, il va falloir que tu partes. Par contre, alors temporise quand on peut, hein. Il y a des gens qui peuvent vraiment pas. Sûr. Mais temporise, cherche autre chose, cherche où tu vas être bien. Il y a un endroit pour tout le monde où on est bien. Et prépare ton avenir, c'est pas là. Et donc, arrêter de ruminer sur, c'est pas là. Et c'est aussi souvent à ce stade que j'interviens. Souvent, effectivement, le salarié vient me voir pour connaître ses droits et puis il me fait part d'un mal-être, quel qu'il soit, au travail. Et on envisage ensemble les différentes options de sortie négociées. Et puis le salarié, il poursuit son chemin, il fait valoir ses droits en disant, mais alors là, les heures supplémentaires, elles ne sont pas payées, mes congés, j'y ai le droit, j'ai aussi le droit de dire non sur certaines tâches, sur certains déplacements, sur certaines mutations, mon contrat de travail dit que. Donc le salarié se protège. Et puis, prépare la suite. Parce qu'il faut toujours avoir en tête que ce n'est pas juste une affaire. Pour nous, avocats, quand on est extérieur à tout ça, la situation de chaque personne doit être prise en compte concrètement. Et c'est ça qui fait la plus-value de l'avocat. C'est-à-dire que je ne vais absolument pas conseiller la même chose à Madame A ou à Madame B. Ça dépendra de leur situation de famille, de leur situation financière, de leurs souhaits pour la suite, si aujourd'hui elles sont dans une optique de je veux faire payer mon employeur à tout prix des manquements qu'il a à mon encontre, ou si elles sont dans une optique j'ai 30 ans, je veux passer à autre chose. Comment je fais pour passer à autre chose? Donc c'est en ça que l'expertise de l'avocat est intéressante en amont de toute procédure pour se dire voilà les options que j'ai et ensuite déterminer celle qui convient le mieux à ma situation. Et connaître effectivement ses droits
qu'il y a plein de choses qu'on connaît très mal quand même et sur lesquelles on peut un peu quand même se faire avoir. Alors, très franchement, je ne connais pas un seul employeur ou un seul salarié qui est au fait de 100% de ses droits. C'est-à-dire que je suis très régulièrement consultée par mes clients employeurs pour me dire là j'ai un salarié qui me fait part d'un article de la convention collective qui prévoit que comment j'applique cet article. Et donc on applique l'article au fur et à mesure en fait. On a beau faire autant de prévention qu'on le souhaite, le droit du travail est un droit qui est extrêmement évolutif, extrêmement technique et chacun son métier. Donc il n'y a pas mort d'homme, c'est-à-dire que effectivement il y a des droits qui sont volontairement ou involontairement méconnus, et ben ça se répare. Tout se répare et pas forcément devant un conseil de prud'homme. Et ensuite il faut aussi casser les mythes de je vais gagner à l'euro million si je vais dans le conseil de prud'homme. Voilà, c'est une réalité. Voilà, c'est le conseil de prud'homme est tenu, malheureusement pour nous avocats, tenu par des barèmes très stricts en cas de licenciement. Même s'il est abusif, même s'il est sans cause réelle et sérieuse, le licenciement, l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse est fonction de votre ancienneté dans la société. Et parfois, ça peut être très 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 décevant. C'est-à-dire que quand on a 5 ans d'ancienneté et qu'on peut prétendre entre 3 et 5 mois, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire 3 ans de procédure ? C'est une question à se poser. Ça rentre en ligne de compte dans les questions qu'il faut se poser. Non, tu parlais effectivement là de droit est-ce que j'ai le droit d'être muté, etc. Oui. Mais effectivement dans les méconnaissances qu'on peut avoir, il y a ces questions-là, il y a les questions de clauses de confidentialité, concurrence, etc. qui sont toujours des clauses qui sont merveilleuses à voir. Oui. Et tu le disais en introduction, négocier son contrat avant de le signer. Alors, moi qui ai eu des clauses de confidentialité dans mes précédents contrats, j'étais aussi dans des secteurs où il y en avait il y avait 2 boîtes sur mon secteur. Donc, la clause, tu la négocies en disant, en fait, ce n'est pas possible. Sinon, vous savez que vous me devrez de l'argent. Oui. Toutes ces choses-là, c'est vrai on peut trouver aussi même des infos sur Internet, mais de se dire, déjà, la plupart du temps, tu comprends à moitié rien. Oui. Mais c'est vrai que toutes ces choses-là, d'aller regarder avant et d'aller se dire qu'il y a des choses effectivement à connaître et à se dire on ne signe pas n'importe quoi et on regardera à la fin, quoi. C'est ça. C'est-à-dire que, alors, il y a des informations qui sont accessibles sur Internet. La seule chose que je puisse vous conseiller sur les informations qui sont accessibles sur Internet, c'est de se limiter aux informations que vous trouverez sur le site du ministère du Travail, qui sont des informations vérifiées. Parce que sur Internet, c'est comme partout, ça vaut pour l'intelligence artificielle. On a la réponse qui correspond à notre question. Et quand on pose mal sa question, on répond à côté. Il faut savoir qu'en matière de droit, l'intelligence artificielle a à peu près 1 an et demi de retard, puisque les mises à jour font qu'on n'est pas à jour de la jurisprudence existante. Et surtout, si je pose une question à Google en disant est-ce que j'ai le droit de cumuler mes congés payés alors que je suis en arrêt maladie, Google va répondre sur le droit français, le droit canadien, le droit belge. Si je pose pas ma question de façon précise, je vais avoir une réponse qui sera imprécise. C'est de plus en plus le cas. Souvent, on vient me voir en me disant « j'ai vu sur Internet que… » Donc, j'ai pas fait 8 ans d'études sur Internet, mais je peux vous dire que parfois, effectivement, il vaut mieux une consultation. Même pour négocier un contrat de travail, moi, ça m'arrive très régulièrement. Alors, effectivement, plutôt sur des postes CSP+, où l'impact est plus dangereux et plus important. Mais ça m'arrive aussi très souvent sur les retours d'expat. Souvent, quand on reprend un emploi salarié en France, on se rend compte qu'effectivement, quand on était à l'étranger, les contrats de travail, c'était assez sommaire. Oui. De toute façon, tu comprends rien. Exactement. Droit, mais là, et là, en rentrant en France, effectivement, la question d'une clause de non-concurrence, c'est une vraie question qui se pose. Je l'ai vu, par exemple, sur une cliente qui était coiffeuse dans un salon de coiffure. On lui a imposé une clause de non-concurrence sur la France entière. Sans contrepartie financière. Oui, mais non, en fait. Ça, ce n'est pas possible. Donc, il y a des choses comme ça, effectivement, qu'il faut, à tout le moins, comprendre
pour connaître l'impact. C'est comme le side project. Il faut le savoir au moment où on signe un contrat de travail. Dans ce contrat de travail, il y a très régulièrement une clause d'exclusivité. Quel va être l'impact de cette clause d'exclusivité quand j'ai un autre projet que je veux tester ? C'est une vraie question. Comme ça, tu nous fais une transition N'est-ce pas magnifique que nous aborderons dans cette masterclass. Donc, nous n'allons pas vous donner la date parce que bien sûr, nous ne la connaissons pas. Où on se parlera effectivement de tout ce qu'il faut savoir. C'est peut-être un petit peu survendeur. De presque tout ce qu'il faut savoir quand on est sur ces questions plus de changement de projet, de reconversion. Donc, est-ce que je peux travailler sur mon projet personnel quand je suis salariée ? Comment je fais pour quitter mon job, donc la rupture conventionnelle, avec savoir que parfois on peut quand même... alors, il y a toutes les astuces pour bien négocier une rupture, notamment sur ce que tu disais tout à l'heure, mais quand on a beaucoup d'ancienneté qui peut être un frein, il y a des choses à savoir quand même. Ce que j'appelle la démission reconversion, mais qui est donc la démission légitime. L'abandon de poste, ça va être assez vite fait. Mais si vous l'aviez en tête, vous pouvez abandonner l'abandon de poste. Et toute la question de quand on est après au chômage, quel va être le meilleur statut pour votre entreprise. La question des statuts d'entreprise, qui est aussi un vrai bon casse-tête. Donc on se parlera de tout ça dans une masterclass. Avec plaisir. Très bientôt. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Hyper riche et intéressant. J'espère que ça aura aidé tout le monde à se dire que donc on peut bien connaître ses droits, on peut se défendre, on peut aussi juste, entre guillemets, mais ça me paraît hyper intéressant, aller consulter un avocat pour justement se dire... Je connais mes droits, je suis au courant, j'avance pas à l'aveugle. C'est en tout cas moi quelque chose que je trouve très important dans la vie sur tous les sujets, de se dire qu'on est bien aiguillé. Et après, je pourrais prendre les décisions. Ça veut pas forcément dire donc aller attaquer, etc. Exactement. Mais c'est pouvoir se dire j'avance de manière éclairée dans la vie et dans la suite. Et qu'il y a pour ça plein de sujets derrière. Merci encore Gwendoline. Merci à toi Naïk pour l'invitation et du coup à très vite pour cette masterclass. Tout à fait. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de Maintenant je vais. J'espère que vous avez trouvé de l'inspiration. Pourquoi pas un peu de courage pour passer à l'action, pour ce fameux premier petit pas. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir avec des petites étoiles, un commentaire, en le partageant à quelqu'un qui en a besoin. Et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains. Maintenant, c'est à vous. Et si on se dit « maintenant je vais », vous allez faire quoi après avoir écouté ce podcast et cet épisode précisément ? Peut-être que dans celui-ci, je vous ai donné un exercice où vous avez eu une idée tout de suite et que c'est tout facile. Si ça ne vous vient pas, je vous propose une idée toute simple de télécharger le test offert évidemment « Est-ce que je dois changer de job ?» ou le guide « Trouver le bon projet ». Il y a aussi plein de ressources et d'articles sur le blog, mais ces deux tests sont un très bon premier pas. Donc si vous n'avez pas d'idée précise en sortant de ce podcast de quelle pourrait être votre première action, et pour ne pas rester en mode j'écoute des tas de podcasts mais je ne fais rien de précis, ces deux guides sont une bonne première action à lancer. Alors à vous de jouer et on se retrouve bientôt dans un prochain épisode.